Somos el grupo de trabajo de África subsahariana del Frente Antiimperialista Internacionalista. Trabajamos por una mejor comprensión de África dentro de este sistema en el que todos vivimos, el sistema imperialista que domina el mundo. Aunque nos vendan otra imagen de África, nosotros intentamos hacer comprender que África es fundamental, tiene un papel fundamental en la historia de la actualidad. Creemos que lo que África necesita del resto de los pueblos es una solidaridad internacionalista y no ayuda. Necesitamos comprender mejor cómo funciona el mundo y por qué África tiene asignado ese papel de abastecedor de recursos simplemente, y comprendiendo eso, con naturalidad iríamos a ser solidarios entre los pueblos y no a querer ayudar con dinero que África no necesita, porque de hecho se lo estamos robando a ellos. Pocas veces tenemos la oportunidad en Europa de tener una fuente de información tan buena como es Patrick Mbeko, un periodista e investigador nacido en Congo, aunque hace 18 años se fue a vivir a Canadá, y desde allí trabaja investigando y hace una labor increíble por sensibilizar sobre su región natal, la región de los Grandes Lagos, y el resto de África. Por ejemplo, su último trabajo, que es el tema que vamos a abordar en esta charla, es sobre la destrucción de Libia. ¿Y quién ha ganado? ¿Por qué se destruyó Libia y quién ha ganado con eso? Desde luego, no es las mentiras que nos contaron en los medios. También ha escrito muy profusamente sobre su región de origen, la región de los Grandes Lagos y Congo, que es la tragedia humanitaria más duradera del mundo, una guerra que lleva durando más de 20 años. Animo a todos a que, aparte de enterarnos muy bien de lo de Libia, como os digo, de una fuente de información que nos merece la pena, os animo a todos que dejemos tiempo al final de la charla para también hablar del Congo, porque también necesitamos comprender qué pasa en el Congo en nuestro nombre. Os animo mucho más a que a partir de ahora sigáis a Patrick Mbeko en las redes y todos los artículos que escribe. Aunque no se sepa francés, hoy en día hay traductores maravillosos automáticos que no traducen perfectamente, pero te hacen comprender lo que quiere decir el autor sobre las cosas. Y os animo a que veáis su visión de los asuntos africanos, porque en esta época de desinformación, de hipocresía, de noticias falsas, de las grandes instituciones y organizaciones son tan cínicas que en nuestro nombre hacen guerras y nos convencen de que son necesarias, os animo de verdad a que hagamos este esfuerzo por cambiar nuestra visión eurocentrista, y nada mejor que empezar escuchando a fuentes de información como Patrick Mbeko y a otros africanos como él. Así que le cedo la palabra. Román es también congoleño, es natural de Kinshasa, son paisanos, y va a hacer de traductor del francés al español. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité et vous d'être venus si nombreux. Antes que todo, agradezco a los que me han invitado aquí organizando esta conferencia y a todo el mundo aquí presente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des occupations, mais venir échanger sur un sujet comme ça peut être parfois compliqué, mais voilà, vous êtes là et pour cela, en tout cas, je m'incline et je vous en remercie encore une fois. A pesar de las obligaciones que todo el mundo puede tener, pero vosotros estáis aquí, por eso os agradezco de todo mi corazón. J'ai commencé à travailler sur la Libye en 2012. Empecé a trabajar sobre Libia en 2012. Et j'ai l'habitude de faire des enquêtes pendant un an, quelques mois, un mois et demi, mais avec la Libye, ça m'a pris 4 ans. Estoy acostumbrado investigando sobre un año y pico, pero para Libia estuve ahí investigando durante 4 años. 4 ans parce que quand j'ai commencé à travailler, je me disais que j'allais faire un livre de peut-être 200-250 pages. Et je me suis retrouvé avec plus de 600 pages. 4 años porque cuando empecé yo pensaba que iba a ser un libro de 200 páginas, pero cuando empecé me di cuenta que el libro tenía que tener más que 400 páginas. Je ne m'y attendais pas, parce que 600 pages, parce que j'ai découvert des choses auxquelles parfois je ne croyais pas. 60 páginas porque me di cuenta que descubrí cosas que a mí mismo no me lo creía. Entre ce qu'on a dit
de l'agression de la Libye à la télé et la réalité de ce qui s'est passé, le fossé est énorme. Entre lo que se contó de Libia en la tele y lo que yo vi, lo que yo leí es que la diferencia es tan grande y brutal. Après l'assassinat de Kadhafi, il y a des livres qui sont sortis en France et aux États-Unis où on justifiait la guerre et on diabolisait Kadhafi. Después del asesinato de Gaddafi, se publicó muchos libros justificando la guerra y incriminando a Gaddafi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire. C'est parce qu'il fallait contrer la vérité officielle qui nous était imposée, qui était totalement fausse. Es una de las razones por qué decidí escribir ese libro, porque tenía que contar las verdaderas razones y explicar muy bien lo que pasó. Et mon aventure a commencé en Afrique du Sud. Mi aventura empezó en Sudáfrica. Je travaillais sur la région des Grands Lacs. Je préparais un livre sur la guerre dans la région des Grands Lacs. Trabajaba sobre los grandes lagos. Estaba preparando un libro sobre los grandes lagos. Et j'ai rencontré un proche du président sud-africain Jacob Zuma. Encontré a una persona que trabajaba con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Et c'est en discutant avec lui hablando con él que la question libyenne s'est invitée dans nos échanges. Que empezamos a hablar de Libia. Et là, il m'a dit ce qui s'est passé et ce qu'on dit à la télé, c'est deux choses complètement différentes. Y me comentó que lo que pasó y lo que se estaba comentando en la tele eran dos cosas muy diferentes. La personne que j'avais rencontrée était impliquée dans les négociations secrètes entre les pays africains et l'OTAN. Y esa persona estaba implicada en las negociaciones secretas entre Libia y OTAN. Et il m'avait expliqué des choses. Y me explicó muchas cosas. Je n'en revenais pas. Que no me lo creía. Et il m'a incité, il m'a dit tu devrais écrire sur la Libye. Y me pidió, no me dijo que tenía que escribir sobre Libia. Et donc je prends mon avion d'Afrique du Sud. Y después de eso yo cogí mi avión desde Sudáfrica. Et je descends à un pays européen, je rencontre des gens. Y llegando a Europa me encuentro con gente. Et quand je commence à parler de Kadhafi, tout d'un coup la première personne à qui je parle me dit c'est beaucoup plus grave que ce que vous croyez. Cuando empezó a hablar de Gaddafi, la primera persona que yo contó sobre Gaddafi me dijo que es mucho más grave de lo que usted cree. Et je commençais à enquêter à partir de ce moment. Y empezó a investigar desde entonces. Et j'ai découvert que Kadhafi n'avait pas été tué parce qu'il avait massacré sa population. Y descubrí que no se asesinó a Gaddafi porque estaba matando a su población. Parce que vous avez tous vu à la télé qu'on nous avait dit que la Libye avait massacré sa population à Benghazi pendant le printemps arabe. Porque todo el mundo vio en la tele que se comentaba que Gaddafi estaba matando a su población en Benghazi. Mais moi, en travaillant sur la Libye, j'ai découvert que les tentatives d'assassinat de Kadhafi ont commencé depuis très longtemps. Pero yo trabajando, investigando sobre Libia, me di cuenta que los intentos de asesinato de Gaddafi empezó desde hace mucho tiempo. Donc la guerre qu'on a vue en 2011 de l'OTAN n'était que l'aboutissement d'un processus de déstabilisation qui avait commencé beaucoup plus tôt. La guerra que vimos de OTAN en 2011 era solo la finalización de un proceso que empezó hace muchos años. Ça va surprendre la plupart d'entre vous parce qu'entre 2011 et 1969, il y a un écart de 42 ans. Esto sorprendía a mucha gente porque hay como una diferencia de 42 años desde que todo empezó hasta 2011. Parce que Kadhafi a pris le pouvoir le 1er septembre 1969. Porque Gaddafi tomó el poder en 1971. Il a été assassiné le 20 octobre. 69. Oui, 69. Et il a été assassiné le 20 octobre 2011. Y murió el 20 de octubre de 2011. Alors si je vous dis que la guerre avait commencé dans son arrivée au pouvoir, ça va vous paraître bizarre. Y decir que la guerra empezó cuando llegó al poder, nadie se lo cree. Vous allez vous dire, mais il y a plusieurs présidents qui ont changé aux États-Unis, en France, un peu partout. Ça ne colle pas. Y todo el mundo va a creer que como ha cambiado muchos presidentes en Estados Unidos, nadie se lo va a creer que todo eso sigue. Mais quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre la logique qui guide
les pays, notamment anglo-saxons, dans leur façon de faire la politique étrangère. Pero cuando os voy a explicar todo esto, os vais a daros cuenta de la lógica que guía la política anglosajona. On a beaucoup insisté sur le rôle de Sarkozy dans l'assassinat de Kadhafi. Todo el mundo ha insistido sobre el papel de Sarkozy en esta guerra contra Gaddafi. Mais je vais vous apprendre aujourd'hui que l'une des personnes qui a piloté l'assassinat de Kadhafi, c'est Barack Obama. Pero os voy a comentar hoy que la principal persona que ha organizado el asesinato de Gaddafi es Obama. En gros, ce sont les États-Unis. En una palabra puedo decir que son los Estados Unidos. Alors, pourquoi est-ce que Kadhafi a été assassiné? Entonces, ¿por qué asesinó a Gaddafi? Quand je travaille sur la Libye, je découvre que quand Kadhafi arrive au pouvoir en 69, la Libye est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Trabajando sobre Gaddafi me di cuenta que cuando Gaddafi llega al poder en 69, la Libia era uno de los países más pobres. Et quand Kadhafi prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nationalise les compagnies pétrolières américaines et britanniques qui étaient là. Y después de tomar el poder, la primera cosa que hizo era nacionalizar las empresas petroleras británicas que estaban ahí. Parce qu'à l'époque, la Libye était contrôlée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Porque en aquel entonces la Libia estaba controlada por Inglaterra y Estados Unidos. Et ces deux pays avaient des bases militaires en Libye même. Estos dos países tenían bases militares ahí mismo en el país. Et quand Kadhafi prend le pouvoir, il ferme les bases militaires, il chasse les Américains et les Britanniques. Y una vez al poder Gaddafi hiciera estos bases militares y echan a los británicos y a los americanos. Aux États-Unis, on n'a pas apprécié ça. Y desde Estados Unidos no aceptaron esto. Alors j'ai découvert dans les documents américains qu'il y a eu beaucoup de discussions pour savoir ce qu'il fallait faire de Kadhafi à ce moment-là. Y descubrí en los documentos americanos que en ese momento estaban discutiendo para saber qué hacer de Gaddafi. Alors, puisque Kadhafi est un anticommuniste notoire, y porque Gaddafi era en contra del comunismo, les Américains ne vont pas le renverser, vont le laisser au pouvoir. Y los americanos en ese momento le venía bien dejarlo en el poder. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, nous sommes en pleine guerre froide. Porque en este momento no hay que olvidar que estábamos en pleno guerra fría. Donc pour les Américains, mieux vaut garder quelqu'un qui est anticommuniste que de le chasser du pouvoir. Y para los americanos era muy bien tener a alguien en el poder que era en contra del comunismo. Même s'il nationalise certaines compagnies américaines, mieux vaut quand même le garder. A pesar de nacionalizar algunas empresas, pero mejor que se quede en el poder. Alors Kadhafi développe son pays grâce au pétrodollar. Entonces Gaddafi desarrolla su país gracias al dólar del petróleo. À cette époque-là, la Libye va partir d'un des pays les plus pauvres du monde parmi les pays les plus prospères du continent africain. Entonces, en ese momento, la Libia pasa de ser el país más pobre de la región a ser uno de los países emergentes del continente. Et la Libye, avec l'argent du pétrodollar, décide de soutenir tous les mouvements révolutionnaires et indépendantistes à travers le monde. Y luego la Libia, con el dinero del petróleo, decide apoyar a movimientos de resistencias a través del mundo. La Libye a soutenu l'ANC de Nelson Mandela pendant l'apartheid. La Libia apoyó a l'ANC de Nelson Mandela durante l'apartheid. La Libye va soutenir les mouvements basques. La Libia apoyó el movimiento vasco. La Libye va soutenir les mouvements révolutionnaires, je ferai le mot, en Afrique australe. Apoyó a movimientos en África Austral. La Libye va même soutenir des mouvements en France et dans plusieurs pays européens, y compris les Black Panthers aux États-Unis. Apoyó a muchos movimientos en Francia, incluso los Black Panthers en Estados Unidos. Et ça va commencer à indisposer les Occidentaux. Es lo que empezó a molestar a los occidentales. La Libye va aussi, Kadhafi va s'impliquer dans le conflit au Tchad. Se implicó a los conflictos en Chad. Et les Français ne vont pas apprécier parce que le Tchad est à l'époque leur chasse gardée. Y esto los franceses no les gustaron eso porque ellos controlaban el Chad. À partir de ce moment-là, Giscard d'Estaing décide d'assassiner Kadhafi. Entonces en ese momento Giscard d'Estaing decide asesinar a Kadhafi. Et il y a un détail que je dois dire que j'ai oublié de vous dire. Y hay un matiz que me gustaría añadir. C'est quand Kadhafi avait nationalisé les compagnies pétrolières, Quand Kadhafi nationaliza las empresas de petróleo,
les Britanniques décident de le renverser. Los británicos decidan de derrocar el poder. Quelques mois après son arrivée au pouvoir. Justo algunos meses que llegan al poder. On est en 1970. Y estamos en 1970. Et lui, il est arrivé en 1969. Y él llega a 69. Et cette opération va échouer grâce au service secret italien. Esta operación fracasa gracias al servicio secreto de Italia. Parce que les Italiens avaient des intérêts pétroliers en Libye, sous Kadhafi. Porque los italianos tenían intereses del petróleo en Libia. Alors ils ne voudront pas que Kadhafi soit renversé. Y que no les gustaba que Gaddafi sean derogados del poder. Là, si vous remarquez, vous avez les Américains, les Britanniques, les Italiens, les Français qui ont le regard braqué sur la Libye. Entonces ahí nos damos cuenta que había los americanos, los ingleses, los italianos, los franceses y todos tenían mirada, intereses ahí hacia Libia. Chacun va manœuvrer en fonction de ses intérêts. Y cada uno movía los hilos según sus intereses. Je parle de ces pays-là parce que ce sont ces pays qui vont se retrouver en 2011 dans la guerre contre la Libye. Bueno, solo hablo de esos países porque son ellos que también que encontramos en 2011 en la guerra contra Gaddafi. Donc, pour revenir à ce que je disais sur le rôle de Giscard d'Estaing de la France, Entonces, volviendo al papel de Giscard d'Estaing, lo que estaba comentando, la France va mener des opérations avec Israël et l'Égypte pour assassiner Kadhafi à plusieurs reprises. Francia organiza operaciones a través de Israel y Egipto para asesinar. Et ce sont des opérations qui vont échouer. Y todo eso fracasa. Mais à la fin des années 70, Pero al final de los años 70, les Américains en ont marre de Kadhafi. Los americanos ya estaban hartos de Gaddafi. Parce qu'il est certes anticommuniste, mais il n'est pas contrôlable. Pero a pesar de que era contra el comunismo, pero no llegaban a controlarlo. Or, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait contrôler quand même. Pero ellos querían a alguien en el poder que podían controlar. Alors, ils vont planifier une opération spectaculaire pour l'assassiner. Entonces planifican una operación espectacular para matar. Est-ce que qui a entendu parler de l'affaire de Ustica en Italie? ¿Quién ha escuchado hablar del asunto Ustica en Italia? En 1980, un avion de ligne italien a explosé avec 77 passagers. En 1980, un avión italiano explotó con más de 70 pasajeros. Et dans les médias, on avait expliqué que c'était un accident. Y los medios comentó que era un accidente. En réalité, ce n'était pas un accident, cet avion a été détruit. Pero en realidad no era un accidente. Et ça a été détruit par les pays de l'OTAN. Este avión fue destruido por los países de OTAN. L'histoire ressemble à un film de suspense américain. Y la historia parece a una película. Parce que ce jour-là, en fait, Kadhafi, on devait assassiner Kadhafi dans son avion. Porque ese día, nuevamente, la persona que iban a asesinar a Gaddafi en su avión. Alors, un ministre italien, les services secrets italiens ont contacté Kadhafi pour lui dire qu'il y avait un attentat contre sa personne qui était préparé. Pero un ministro italiano de servicio secreto contacta a Gaddafi para informarle que había un plan de asesinato. Alors, Kadhafi était dans son avion. Gaddafi estaba en su avión. Quand il a appris ça, il a changé de destination. Cuando aprendió esto, cambió de destinación. Et il y avait l'avion de chasse libyen qui devrait aller retrouver son avion et l'escorter jusqu'en Libye. Y había aviones de caza libio que iban a encontrar con el vuelo de Gaddafi para escoltarlo hacia Libia. Parce que généralement, les chefs d'État, quand ils sont dans leurs avions, il y a toujours un chasseur qui vient escorter leurs avions dans leur pays. Porque normalmente los vuelos oficiales siempre están escoltados por aviones de caza. Mais quand Kadhafi décide de changer de direction, il n'avertit pas le pilote libyen, l'agent de chasse libyen. Pero cuando Gaddafi decide de cambiar de rumbo, no informa al otro piloto del avión de caza. Donc quand le pilote de l'avion de chasse arrive, il rencontre l'avion de Alitalia. Entonces cuando el piloto de caza llega, se encuentra con el avión de Alitalia. Il n'a pas vérifié, il a commencé à l'escorter. No comprobó directamente
empezó a exportar a este avión. Or, les avions de l'OTAN, américains, français, britanniques, étaient là dans la région. Mientras tanto, los aviones de OTAN, americanos y británicos, estaban ahí en la zona. Quand ils ont vu l'avion de chasse libyen et l'avion de ligne, Cuando vieron el avión de caza libio y el otro avión de Alitalia, ils ont tiré. directamente tiraron, Parce qu'ils pensaient que c'était l'avion de Kadhafi. porque pensaban que era el avión de Gaddafi. Et tout le monde est mort. Todo el mundo murió. Et on a occulté cette affaire-là pendant des années. Y ese asunto se ocultó durante años. Et tous les agents italiens qui étaient au courant de cette affaire-là, les pilotes de ligne ou les agents aériens, tous sont morts. Todos los agentes de Italia que estaban al tanto de esa información, los pilotos y los agentes que trabajan en los vuelos, todos han muerto. Et ils sont morts dans des circonstances très très étranges. Y todos murieron en circunstancias extrañas. C'est comme dans les films, là. Bueno, se parece a una peli, Mais c'est la réalité. pero es la realidad. Quand j'enquêtais, j'avais parfois l'impression je suis tombé sur des informations auxquelles moi-même je ne croyais pas, tellement c'était gros. Cuando investigaba, yo mismo me daba cuenta que, las informaciones que leía no me lo creían porque eran tan importantes. À partir des années 80, Ronald Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis. A partir de los años 80, Ronald Reagan llega al poder en los Estados Unidos. Son obsession sera tuer Kadhafi. Y estaba obsesionado en matar a Gaddafi. En France, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Y en Francia es Mitterrand que llega al poder. Mitterrand, à la différence de Giscard, ne veut pas tuer Kadhafi. Mitterrand, a la diferencia de Giscard, no quería matar a Gaddafi. Mais Reagan, à la différence de Carter, lui veut tuer Kadhafi. Pero el otro en Estados Unidos, a diferente de su predecesor, él quería matar a Gaddafi. Alors les Américains vont monter beaucoup d'opérations pour l'assassiner. Los americanos montan muchas operaciones para asesinarlo. Et l'une des opérations qu'ils vont monter aussi sera pour salir sa réputation. Y una de las operaciones que montan también era para ensuciar su reputación. Et ils vont le monter avec les Israéliens, avec le Mossad. Y lo organizan con los israelíes de Mossad. Et c'est pour ça que vous allez voir des images de Kadhafi qui est présenté comme un fou, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Por eso muchas veces vais a ver las imágenes de Gaddafi presentado como un loco, como una persona que no piensa. Tout ça, en fait, c'était le département de guerre psychologique du Mossad qui fabriquait ces informations. Y todo eso era el departamento de guerra psicológica de Mossad que fabricaba estas informaciones. Et à l'époque, on a commencé à présenter Kadhafi comme un terroriste. Y en este momento empezaron a presentar a Gaddafi como un terrorista. Pourquoi les Israéliens détestent Kadhafi? Porque los israelíes odian a Gaddafi. Parce que Kadhafi a fait de la cause palestinienne son combat le plus ultime. Porque Gaddafi hizo del tema de Palestina su pelea más importante. Et Kadhafi a beaucoup soutenu les mouvements palestiniens. Y Gaddafi apoyó mucho a este movimiento de Palestina. Et ça, les Américains et les Israéliens n'ont pas aimé ça. Lo que los americanos y los israelíes nunca han aceptado. Et pour toutes ces raisons, Kadhafi est devenu la bête noire à abattre. Y por eso Gaddafi era una persona, un presidente a matar. Vous avez les Israéliens qui l'en veulent parce qu'il soutient la cause palestinienne. Por un lado, los israelíes que le odian porque apoyan a Palestina. Vous avez les Américains qui l'en veulent parce qu'il soutient la cause palestinienne et dérange les intérêts occidentaux un peu partout à travers le monde. Por otro, también los americanos que le odian porque se encuentra los intereses americanos y ahí en Libia y en el mundo también. Vous avez les Français qui ne sont pas contents de le voir au Tchad. También los franceses que no quieren verle en Chad. Et vous avez les Britanniques qui ne sont pas contents de le voir soutenir l'ANC en Afrique australe, l'ancienne colonie britannique en Afrique australe. Y los británicos que le apoyan porque no quieren verle implicar en los asuntos de ANC en Sudáfrica. Pour toutes ces raisons, Kadhafi devait être éliminé. Entonces, por todas estas razones, Gaddafi tenía que ser eliminado. Et cette élimination passait par plusieurs étapes, dont la diabolisation du personnage. Lo que tenía que pasar en muchas etapas dentro de lo cual hay la guerra sucia, ¿no? O sea, presentarlo como un loco. Vous avez entendu Kadhafi le terroriste.
¿Habéis escuchado, ¿no?, a Gaddafi terrorista? Nous a montré des attentats. Qui a entendu parler de Lockerbie ici? Como por ejemplo el atentado de Lockerbie, Ou l'attentat du TA, el atentado de UTA, ou alors l'attentat à Berlin. el atentado En de 86. Berlín a 86. Quand j'ai travaillé, j'ai découvert que Kadhafi n'était impliqué dans aucun de ces attentats. Investigando me di cuenta que Gaddafi no era implicado en ninguno de estos atentados. Et ce que je vous dis, je l'ai obtenu des documents américains et français. Y lo que digo aquí, yo lo leí en documentos americanos y franceses. Prenez le cas de l'attentat de Lockerbie en Écosse. Como el atentado de Lockerbie en Escocia. Dans cet attentat, on a dit que c'était les Libyens qui avaient déposé la bombe dans l'avion. En ese atentado se comentó que eran los ciudadanos libios que dejaron la bomba en el avión. Moi, j'ai découvert dans un document américain Pero yo he descubierto en un documento americano que les Américains savaient que ce n'était pas la Libye, que c'était le FPLG palestinien. pero los americanos sabían que no era la Libia, era un movimiento palestino. Et cette organisation travaille pour les Iraniens. Y esta organización trabajaba para los iraníes. En fait, l'attentat de Lockerbie, ce sont les Iraniens qui l'ont organisé. Entonces, el atentado de Lockerbie eran los iraníes quien lo organizaban. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que les Américains avaient abattu un avion de ligne iranien avec 200 personnes dedans quelques mois auparavant. Porque los americanos habían derrotado a un avión iraníes con más de 200 pasajeros. Et les Iraniens avaient décidé de venger ça. Entonces los iraníes han decidido de vengar Et il y a eu l'attentat de Lockerbie. y por eso organizaron ese atentado. Mais puisque les Américains voulaient faire tomber Kadhafi, ils vont l'accuser d'être le responsable de l'attentat. Pero porque los americanos querían derrocar a Gaddafi, entonces acusaron a Gaddafi de ser el autor de ese atentado. 10 mois après l'attentat de Lockerbie, il y a eu un autre attentat aérien contre l'avion de ligne français UTA. 10 meses después de este atentado, hubo otro atentado con un vuelo francés de UTA Qui était dans le désert du Ténéré. en los desiertos de Ténéré. Là aussi, on va accuser les Libyens Ahí también se acusa a la Libia d'être responsables de l'attentat. de ser los responsables de este atentado. Mais quand je regarde les documents d'enquête français, Pero al leer los documentos de investigación franceses, je me rends compte que les enquêteurs français avaient clairement dit que ce n'étaient pas les Libyens. Ils l'ont dit au juge français Jean-Luc Brunière. los investigadores, me di cuenta que los investigadores franceses dijeron exactamente eso al juez, que no eran Libia el responsable de este atentado. Mais le juge français a refusé d'écouter les enquêteurs français, préférant écouter un enquêteur du FBI. Pero el juez francés no quiso escuchar a los investigadores franceses, sino seguir lo que decía un investigador de FBI. Et cet enquêteur du FBI avait la réputation de fabriquer des preuves. Y este investigador de FBI tenía la fama de inventar pruebas. Alors j'ai posé la question à M. Gilles Ménage, qui était le directeur de cabinet de François Mitterrand à ce moment-là. Entonces yo pregunté al señor Gilles Ménage, que era en este momento el jefe de gabinete del presidente. Je lui ai demandé est-ce que c'était les Libyens qui avaient fait l'attentat. Yo pregunté si fueron los ciudadanos libios quienes organizaron ese atentado. Il m'a dit non. Y me contestó que no. Je lui ai dit mais vous avez quand même imposé des embargos à la Libye. Pero he preguntado, pero a pesar de esto, vosotros habéis impuesto embargos a Libia. Il m'a dit ce sont les Américains qui nous l'ont demandé. Y me dijo que son los americanos quienes nos pidieron. Nous l'avons fait même si nous savions que ce n'était pas eux. Lo hicimos a pesar de saber que no eran los libios quienes organizaron ese atentado. Et vous vous rendez compte que le monde entier jusqu'à ce jour est persuadé que c'est Kadhafi qui a fait les deux attentats. Pero a pesar de eso, todo el mundo se da cuenta que hasta hoy todo el mundo piensa que son Gaddafi quien organizó estos dos atentados. Et ce que je vous dis là, dans mon livre à la fin, ce sont des documents américains que vous voyez là, et français. Y lo que digo en el libro al final es que hay documentos americanos y franceses. Je savais qu'en faisant ce travail, on pouvait m'attaquer de tout et de rien. Sabía que haciendo ese trabajo me podían acusar de todo. Parce que quand vous dites des choses qui vont à l'encontre de la vérité officielle, vous risquez d'avoir des problèmes. Porque cuando
contáis cosas que van que contradicen la información oficial, siempre pues, tendréis problemas. Alors j'ai présenté les documents, les propres documents des services américains et français. Por eso presenté documentos de servicio americanos y franceses. Dans le cas de l'attentat contre l'avion du TA, En el caso de atentado contra el vuelo de UTA, j'ai discuté avec l'avocat de la veuve du pilote. discutí con el abogado de la viuda, la mujer del piloto, Et il m'a dit, le juge se vantait de travailler pour la CIA. y me dijo que el juez lo decía que trabajaba por la CIA. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez que j'écrive dans mon livre? Y yo le pregunté, ¿quieres que lo escriba en mi libro? Il dit, fais dans ce que tu veux. Me dijo, tú puedes hacer lo que te da la gana. Et j'ai écrit. Y lo escribí. Et ça a dérangé beaucoup de gens. Y eso molestó a mucha gente, Parce que j'ai eu des menaces pour ça. porque al final me habían atacado por eso. Donc vous voyez, depuis son arrivée au pouvoir, Kadhafi dérange et on monte des affaires pour l'accabler. Entonces os dais cuenta que desde que llegó al poder Gaddafi molesta y siempre se organizan cosas para echarle del poder. Les cas que je vous ai cités, c'est juste quelques cas, parce que dans le livre, il y en a beaucoup. Je raconte beaucoup d'histoires. Esos solo son algunos casos que he nombrado, pero en el libro hay muchas historias. On ne pourra pas faire l'histoire du livre ici, on risque de sortir le lendemain. No se puede contar toda la historia del libro aquí, porque vamos a salir de aquí mañana. Alors pourquoi est-ce qu'on impose un embargo à la Libye au début des années 90? Entonces, ¿por qué impusieron el embargo en Libia en los años 80? Parce que les Américains comptaient exercer des pressions sur les Libyens afin que la population se retourne contre Kadhafi et le renverse. C'était les raisons de l'embargo. Porque los americanos esperaban presionar a Gaddafi y poner embargo en el país, así que la población se organizan revoluciones contra Gaddafi para echarle del poder. Et tout ça, ça ne va pas marcher. Y todo eso no funciona. Et en 96, Y en 96, les services secrets britanniques los servicios secretos británicos vont payer 100 000 livres sterling à des agents d'Al-Qaïda pour qu'ils assassinent Kadhafi. pagan 100.000 libras a los servicios secretos de Al-Qaeda para asesinar a Gaddafi. On parle d'Al-Qaïda en 96, Hablamos de Al-Qaeda en 96, 5 ans avant les attentats du 11 septembre. 5 años antes de los atentados de 11 de Ce septiembre. sont les Occidentaux qui paient de l'argent à des terroristes pour assassiner Kadhafi. Son los europeos, los occidentales, que pagan dinero a terroristas para que maten a un presidente. Quelques temps après, ça beaucoup de gens ne le savent pas, Y algunos tiempos después, esto mucha gente no lo sabe, la Libye est le premier pays à avoir lancé un mandat d'arrêt international contre Oussama Ben Laden. la Libia es el primer país del mundo que organiza una orden internacional que busca y captura contra Osama Ben Laden. La Libye, Sí, la Libia. et c'était en 1998. Y era en 98. Mais ça, personne ne le sait. Y eso nadie lo sabe. Et Interpol avait caché cette information-là. Esa información Interpol lo escondió. Vous savez pourquoi? ¿Sabéis por qué? Parce que le pays qui lançait le premier mandat contre le terroriste en chef était le dirigeant qui était accusé d'être un terroriste. Porque el primer país que organiza este orden de arresto y busca contra el terrorista más famoso del mundo era el presidente que querían que todos acusaban de terrorista. Alors c'était contradictoire. Es que esto era contradictorio. Les Américains et les Britanniques n'ont pas voulu que les gens sachent que la Kadhafi poursuivait Ben Laden. Entonces los americanos y los británicos no quisieron que la gente sepa que era Gaddafi que organizó la orden de arresto y captura. Parce qu'il l'avait présenté lui-même comme un terroriste. Porque ellos mismos presentaron a Gaddafi como terrorista. Or Kadhafi détestait les islamistes. Pero Gaddafi odiaba a los islamistas. Et puis, comme les sanctions n'avaient pas réussi à le renverser,
y también como las sanciones no lograron a echar a Kadhafi del poder. Et comme les pays africains avaient décidé de ne plus respecter l'embargo, Y como los países africanos ya decidieron de no respetar el embargo, et comme les compagnies européennes commençaient à aller prospecter en Libye, encore une fois, y las empresas europeas han vuelto a hacer prospecciones de petróleo en Libia, les Américains et les Britanniques ont vu rouge. entonces ya no lo entendían los americanos y los británicos. Alors les compagnies américaines ont commencé à faire pression pour qu'on lève l'embargo et puis que Kadhafi redevienne fréquentable. Entonces eran las empresas americanas que empezaron a presionar para retirar ese embargo para volver a colaborar con Libia. Alors ils ont dit à Kadhafi, accepte de payer pour les attentats de Lockerbie et du TA, de payer les familles. Entonces propusieron a Kadhafi que acepte a pagar a familias de víctimas de los atentados de Lockerbie y de UTA. C'était la seule façon de sauver la face. Era la única forma para Kadhafi de limpiar su imagen. Les Libyens vont payer 4 milliards de dollars et diront, nous avons payé, nous avons acheté la paix. Libia pagó como 4 millones de dólares. Para ellos era como comprar la paz. Parce qu'ils n'avaient pas commis ces attentats. Porque no eran ellos los autores de estos atentados. Mais en Occident, les gens sont persuadés que ce sont les Libyens qui ont payé parce qu'ils avaient commis l'attentat. Pero en Occidente todo el mundo sabe que pagó porque eran ellos los autores de estos atentados. Et après ces événements-là, Kadhafi est redevenu fréquentable. Y después de todos estos acontecimientos, entonces todo el mundo podía volver a frecuentar a Kadhafi. Et c'est pour ça que vous avez vu dans beaucoup de pays, en France, un peu partout en Occident. Por eso pienso que os habéis visto a Kadhafi en muchos países, en Francia y en muchos países en Occidente. Et on l'a vu en France avec Sarkozy. Lo vimos en Francia con Sarkozy. Et il a rencontré des responsables américains, tout le monde. Sí, se encontró con los presidentes americanos y todo el mundo por ahí. À ce moment-là, ce que Kadhafi ignorait, En este momento lo que Kadhafi ignoraba, c'est que les Américains ne l'ont jamais oublié. los americanos nunca olvidaron. Et quand le printemps arabe a commencé, Cuando la primavera árabe empieza, les Américains ont décidé de le renverser. los americanos deciden de echarle del poder. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu, vous parler un peu du printemps arabe. Pero antes de ir más lejos, me gustaría explicaros lo que es primavera árabe. Tout le monde connaît le printemps arabe ici. Pienso que todo el mundo lo C'est l'histoire des jeunes arabes qui ont manifesté contre la dictature, contre les dictatures. Sí, es la historia de los jóvenes árabes que manifestaron en contra de la dictadura. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez. Esto es la historia que todo el mundo conoce. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons. La historia que conocemos. Et si je vous disais aujourd'hui que les Américains ont piloté tout ça, qui va croire ça? Y si yo digo que son los americanos quienes organizaron todo eso, ¿quién me va a creer? Je ne dis pas que les gens n'ont pas les gens ont manifesté, les gens avaient de la fureur, ça c'est vrai. No digo que la gente no hicieron nada, la gente manifestaron, estaban enfadados, esto es verdad. Je ne remets pas en question les manifestations populaires. No pongo en tela de juicio las manifestaciones populares en las calles. Mais ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment on canalise une foule et on fait un coup d'état soft. Lo que voy a explicar cómo organizar a población que está en la calle y organizar un golpe de Estado blando. Et l'histoire du printemps arabe est très intéressante. Y la historia de primavera árabe es demasiado interesante. Plusieurs mois avant le printemps arabe, avant le commencement du printemps arabe à Tunis, en Tunisie, Muchos meses antes de la primavera árabe en Túnez, Barack Obama a commandé un rapport secret sur le Moyen-Orient. Barack Obama solicita un informe secreto sobre Oriente Medio. Et les services de renseignement américains lui ont présenté un rapport sur la situation dans toute la région. Y los servicios secretos de esta zona le presentan un informe sobre todo lo que pasa en la zona. Et dans ce rapport, les services secrets américains disent à Obama que la région est mûre pour une déstabilisation. Y en ese informe, los servicios secretos dicen a Obama que en aquel entonces la zona estaba ya maduro para organizar un golpe de Estado.
Parce qu'il y avait beaucoup de chômage chez les jeunes. Porque había muchos jóvenes que estaban en paro, Il y avait des dictateurs qui étaient au pouvoir depuis très longtemps. había dictadores en el poder desde muchos tiempos. Et les Américains avaient compris qu'ils pouvaient exploiter ces frustrations légitimes Y por eso los americanos se dieron cuenta que podían explotar a estas frustraciones. pour imposer un nouvel agenda. Entonces, para imponer un nuevo agenda. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par former les jeunes arabes aux techniques d'exportation de la démocratie. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a formar a los jóvenes árabes, a los técnicos, cómo importar a la democracia. Je crois que vous avez entendu, après le printemps arabe en Égypte, on avait arrêté beaucoup d'ONG. Eso que habéis escuchado, por ejemplo, en Egipto, después de primavera árabe, habían arrestado a mucha gente que trabajaba en ONGs. Il y avait beaucoup d'ONG américaines là-bas. Había muchas ONGs americanas qui étaient en contact avec les jeunes. que estaban en contacto con los jóvenes. Ils ont financé leur formation. Financiaron sus formaciones. Ils leur ont appris à manipuler les réseaux sociaux. Les aprendieron a manejar los redes sociales. À mobiliser les foules à partir des réseaux sociaux. A mover la gente a través de los redes. Et à partir de là, ils allaient provoquer des troubles, des manifestations dans leur pays. Y entonces organizaban manifestaciones en todos los países. Là, j'essaie d'être bref parce que c'est très très complexe comment ils ont organisé tout ça. Es que así lo cuento en pocas palabras, pero es mucho más complejo cómo lo organizaron. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement du 6 avril. Hay un movimiento à Tunis. En Túnez llamado Movimiento de 6 Abril. Ils ont reçu de fonds américains. Recibieron financiación americana. Y compris les mouvements en Égypte aussi. Incluso movimientos en Egipto. Et tout ça, on le sait, c'est public. Allez regarder les documents américains de Wikileaks, vous allez les voir. Esto todo el mundo lo sabe, es público. Por ejemplo, se puede ver los documentos americanos de Wikileaks, lo vais a ver. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là vont faire? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos jóvenes? Vous avez entendu parler de l'histoire du jeune Tunisien qui s'est immolé là. Habéis escuchado, por ejemplo, la historia de un joven en Túnez que se inmoló. Et c'est ça qui avait provoqué les troubles Es lo que en provocó Tunisie. la revuelta en todo el país. Et si je vous dis que l'histoire de ces jeunes-là n'a rien à voir avec la réalité, Y si yo digo que esta historia no tiene nada que ver con la realidad, vous êtes choqués là. yo pienso que sí. Estáis. Ce jeune-là ne s'appelait même pas Mohamed Bouazizi, il s'appelait Tarek Bouazizi. Ese joven no se llamaba Mohamed Bouazizi, se llamaba Tarek Bouazizi. On nous a dit qu'il avait fait des études, qu'il n'avait pas de travail. Nos comentaron que había estudiado pero no tenía trabajo. En réalité, il n'a jamais étudié, il n'a jamais fini l'école secondaire. En realidad nunca estudió, nunca terminó el ESO, la secundaria. Mais pourquoi est-ce que son histoire va bouleverser toute la Tunisie? Pero porque su historia conmueve a todo el país. Les jeunes qui sont formés par les Américains, Los jóvenes formados por los americanos, quand ils ont entendu l'histoire de ce jeune-là, cuando aprendieron la historia de este joven, qui en fait s'était énervé parce qu'une femme l'avait giflé, une policière noire l'avait giflé. que en realidad se enfadó porque una policía negra le echó una bofetada. Quand ces jeunes-là ont entendu l'histoire, Cuando estos jóvenes aprendieron la historia, ils ont lancé des fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. entonces empezaron a difundir rumores falsas en las redes sociales. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, les informations partent vite. Entonces sabéis que en las redes las informaciones circulan muy rápidamente. Et les gens se sont énervés, effectivement. Entonces la gente se enfada, Et il y a eu des manifestations. empiezan a manifestar. Mais ni en Tunisie, en Égypte, ce n'est pas la population qui a chassé Ben Ali Moubarak. Ni en Túnez ni en Egipto no es la población que echaron al poder a los presidentes. Parce que la version du printemps arabe, c'est les peuples qui se sont soulevés et ils ont chassé les dictateurs. Porque lo que se cuenta en primavera árabe es la población que se levanta y echan a los presidentes. En réalité, ceux qui ont renversé Ben Ali et Moubarak, c'est l'armée. Pero en realidad los que echaron del poder a Ben Ali y Mubarak son el ejército. Parce que les armées égyptiennes et tunisiennes ont toujours été proches du Pentagone.
porque los ejércitos de Túnez y Egipto siempre son muy cerca del Pentágono. Donc quand les troubles commencent, Cuando empiezan las revueltas, l'armée entre en action, mais secrètement. si el ejército empieza a actuar, pero de forma secreta. Et ce sont les Américains qui ont demandé à l'armée tunisienne de faire partir Ben Ali. Et ce sont les Américains aussi qui ont demandé à Moubarak de partir. Y son los americanos que piden al ejército de Túnez de echar a Ben Ali, también lo mismo en Egipto, de echar a Mubarak. Quand les deux dirigeants sont renversés, Y cuando los dos se van del poder, c'est l'armée qui prend le contrôle du pays. es el ejército que empieza a controlar al país. Et après le renversement de Moubarak et de Ben Ali, on a vu des troubles étrangement à l'est de la Libye. Y después de eso empezamos a ver también problemas en Libia, en la parte este. Or, les Libyens vivaient très bien. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes sociaux que les Tunisiens et les Égyptiens. Pero los libios vivían muy bien, no tenían los mismos problemas que en Túnez y en Egipto. Et dans le cas de la Libye, il y a un détail important, c'est qu'après le renversement de Moubarak, le site internet de la Freedom House, qui est américain, Y el caso de Libia es mucho más importante. Después de que echan el poder a Mubarak, la página internet de Freedom House c'est une ONG américaine es una ONG americana qui a formé les jeunes. que ha formado a los jóvenes. Sur leur site internet, on a écrit Who's Next. En esa página internet se pregunta who's next, quién después. Ils ont mis le visage de Kadhafi. Entonces ponen la cara de Kadhafi. Et 2 jours plus tard, les troubles ont commencé à l'est de la Libye. Y 2 días más tarde empiezan también problemas en la parte este de Libia. À la différence de la Tunisie et de l'Égypte, Si a la diferencia de Túnez y Egipto, les manifestations en Libye, les manifestants libyens vont être lourdement armés. los que manifiestan en Libia son armados, tienen armamento pesado. Or, à la télé, on a dit que c'était des civils qui manifestaient. Pero en la tele se comentó que era la población civil que manifestaba. Alors qu'en réalité, c'était des islamistes. Pero en realidad eran islamistas que estaban manifestando. Et quand j'ai travaillé, j'ai découvert que les services secrets occidentaux étaient présents à l'est de la Libye plusieurs mois avant le printemps arabe. Y cuando empezó a investigar me di cuenta que los servicios secretos de los países occidentales estaban en la parte este de Libia mucho más antes de que empiezan estas manifestaciones. Je raconte une anecdote de chef de service secret qatari. En el libro cuento una historia de un agente de servicio secreto de Qatar. En avril 2010, En abril de 2010, plusieurs mois avant le printemps arabe, muchos meses antes de la primavera árabe, il va voir le chef de service secret bulgare, se va a hablar con el jefe de servicio secreto de Bulgaria, le général Kirkov. el general Kirkov, Et il lui demande, il dit, on a envie de renverser Kadhafi, comment on peut faire? y le pregunta, queremos echar a Gaddafi del poder, pero ¿cómo hacerlo? Et il ajoute, nous allons provoquer des manifestations à l'est de la Libye. Y luego añade que vamos a organizar manifestaciones en la parte este de Libia. Et c'est ce qui se passe plusieurs mois plus tard. Es lo que se pasa muchos meses más tarde. Ce qui est étonnant, Lo que es alucinante, l'OTAN, les pays de l'OTAN vont demander une intervention militaire en Libye, los países de OTAN solicitan una intervención militar en Libia, mais ils ne l'ont pas fait en Tunisie et en Égypte où il y avait plus de morts qu'en Libye. pero no lo hicieron en Túnez ni en Egipto, donde incluso hubo muchos muertos. Parce qu'en Tunisie, les manifestations ont fait près de 700 morts. Porque en Túnez, por ejemplo, las manifestaciones hicieron como 700 muertos. En Égypte, c'était près de 800 morts. En Egipto, alrededor de 800. En Libye, il y avait moins de 100 morts. En Libia había menos de 100. Mais on a décidé d'intervenir en Libye Pero decidieron intervenir ahí. parce que c'était l'occasion d'en finir avec Kadhafi. Porque era una oportunidad de terminar con Gaddafi. Il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent.
Hay una cosa que la gente tiene que entender. La destruction de la Libye s'inscrit dans un schéma global des États-Unis. La destrucción de Libia se inscribe en un plan global de los Estados Unidos. Ce plan a été mis en place en 2001. Este plan fue puesto en marcha desde 2001. 10 jours après le 11 septembre, 10 días después del 11S, les Américains ont mis en place un projet pour déstabiliser 7 pays arabo-musulmans. los americanos organizan ponen en marcha un plan para destabilizar a 7 países de Oriente Medio. Et ce que je vous dis est public. Y lo que digo es público. C'est un général américain qui l'a révélé, le général Wesley Clark. Es un general americano que lo reveló. Il était le commandant de l'OTAN en Europe. Era el comandante de OTAN en Europa. Il a dit, 10 jours après le 11 septembre, les Américains ont décidé de détruire 7 pays. Dijo que 10 días después del 11S los americanos decidieron de destruir a 7 países de Oriente Medio. Il y avait le Liban, Había Líbano, il y avait la Somalie, Somalia, l'Afghanistan, Afganistán, l'Irak, Irak, l'Iran, Irán, la Libye, Libia la Syrie. y Siria. Et si vous regardez, je pense que tous ces pays ont été déstabilisés. Y si os damos cuenta, casi todos estos países son destabilizados. Et après la déstabilisation de la Libye et l'assassinat de Kadhafi, quel pays a été touché après? Después de Libia, ¿cuál es el país? La Syrie. Et on a utilisé les mêmes arguments que Bachar al-Assad massacre sa population. Y se utilizaron los mismos argumentos que Bashar al-Assad está matando a su población. Dans le cas de la Libye, il n'y avait aucune preuve que Kadhafi a massacré son peuple. En el caso de Libia, no había ninguna prueba que Gaddafi estaba matando a su población. Et tout ça a été un montage des médias et de l'OTAN. Y todo eso era un montaje de los medios y de OTAN. Et j'ai découvert d'ailleurs dans mes recherches Y me di cuenta incluso en mis investigaciones que l'information sur la guerre en Libye était fournie par l'OTAN. que las informaciones sobre la guerra de Libia eran suministradas por la OTAN. L'OTAN faisait des montages dans des studios OTAN hacían montaje en estudios et on le remettait aux journalistes qui mettaient leur logo. y lo daba a los periodistas que solo ponían sus logos. C'est tout ce qu'ils avaient à faire en fait. Y es lo único que ellos hacían. Ils étaient devenus les porte-parole de l'OTAN. Entonces ellos se convirtieron en portavoz de OTAN. Et donc quand la guerre en Libye a commencé, Entonces cuando empiezan la guerra en Libia, on a essayé d'assassiner Kadhafi plusieurs fois, ça n'a pas marché. intentan asesinar a Gaddafi muchas veces, pero no funciona. Alors l'OTAN a ouvert des discussions secrètes avec Kadhafi. Entonces OTAN empiezan a negociar de forma secreta con Gaddafi. Parce qu'ils se disaient peut-être qu'ils n'allaient pas gagner la guerre. Porque para ellos pensaba que no iban a ganar la guerra. Et pendant les négociations secrètes, il avait été décidé que la Libye mette en place un gouvernement d'union nationale. Entonces, durante estas negociaciones secretas, decidieron que Libia ponga en marcha un gobierno de unión nacional. Kadhafi avait tout accepté. Gaddafi aceptó todo. Il a même dit qu'il était prêt à partir, à quitter le pouvoir. Incluso dijo que estaban incluso preparados, dispuestos a dejar el poder. Mais il avait demandé une chose, Pero solo bajo una condición. que son pays ne soit pas gouverné par Al-Qaïda. Pero que su país no sea gobernado por Al-Qaeda. Parce que Kadhafi savait qu'il y avait beaucoup d'islamistes qui étaient en train de se battre dans son pays. Porque Gaddafi sabía que había muchos islamistas que estaban ahí en el país peleando. La CIA est allée chercher des djihadistes à Mazar-e Sharif en Asie centrale. La CIA fue a buscar a los islamistas a Mazar-e-Sharif en Asia. Ils les ont emmenés en Libye pour se battre contre les hommes de Kadhafi. Y les llevaron en Libia para pelear con Gaddafi. Le Qatar aussi a fait la même chose. Qatar también hizo lo mismo. Parce qu'en Libye, il y avait plusieurs pays. Es que en Libia había muchos países. Les États-Unis, Los Estados Unidos qui en voulaient à Kadhafi, que querían matar a Gaddafi pour tout ce que je vous ai expliqué. por todo lo que he explicado. Et il y a un truc que je ne vous ai pas dit d'ailleurs, Incluso hay una cosa que me he dicho, c'est quand Kadhafi
revient sur la scène internationale, Cuando Kadhafi vuelve en la escena internacional, et quand les embargos sont levés, cuando se quitan los embargos, il reprend ses réflexes révolutionnaires. vuelve con sus reflejos revolucionarios. Il va menacer les compagnies américaines de nationalisation comme en 70. Amenazan a empresas americanas de nacionalización como en los años 70. Il va refuser que les États-Unis installent une base militaire en Afrique. Rechazan que los americanos pongan un base militar en África. Quand les Américains donnaient des millions de dollars à un pays pour installer une base, Kadhafi proposait le double pour que ce dirigeant n'accepte pas. Cuando los americanos daban millones a un país para instalar un base militar en este país, Kadhafi proponía a ese país el doble para que no lo pusieran. Avec Sarkozy, il avait promis d'acheter des armes françaises pour 10 milliards de dollars. Con Sarkozy prometió comprar armas francesas por 10.000 millones de dólares. À la fin, il refuse de le faire, il préfère les armes russes. Pero al final rechazan de comprarlo para comprar armas rusas. Les Qataris voulaient avoir accès au gaz libyen, Kadhafi refuse. El Qatar quería tener acceso al gas natural libia, pero Gaddafi rechaza. Les Britanniques voulaient avoir accès au pétrole à travers BP, British Petroleum, Kadhafi refuse. También los británicos querían explotar petróleo a través de sus empresas BP, pero Gaddafi rechaza. Donc il s'est fait beaucoup trop d'ennemis. Entonces se hizo muchos enemigos. Donc quand la guerre éclate, Cuando empieza la guerra, chacun de ces pays veut l'éliminer. cada uno de estos países quieren matarlo. Et on se retrouve avec la même configuration à l'époque dans les années 70 que j'ai expliqué. Entonces nos encontramos con la misma estructura que he explicado en los años 60. Et donc les Occidentaux vont travailler avec des djihadistes d'Al-Qaïda pour renverser Kadhafi. Entonces los países occidentales trabajan con yihadistas para echar a Kadhafi. Quand Kadhafi est tué, cuando matan a Kadhafi, les armes vont quitter la Libye et les djihadistes vont aller en Syrie. Las armas van de Libia a Siria. Et ce sont ces armes-là, ce sont les mêmes djihadistes qui vont faire la guerre contre Bachar al-Assad. Y son los mismos yihadistas que van a hacer también la guerra con Bashar al-Assad. Si vous vous rappelez bien, la Syrie était le seul pays qui soutenait Kadhafi pendant ces derniers jours. Si todavía os acordáis, la Libia, la Siria era el único país que apoyaba a Kadhafi durante sus últimos días. Parce que les Syriens savaient qui était caché derrière. Porque Siria sabían lo que estaban escondidos detrás. Et Kadhafi a été tué le 20 octobre 2011. Se mata Kadhafi el 20 de octubre de 2011. 2 jours avant son assassinat. 2 días antes de su asesinato. Hillary Clinton se rend en Libye. Hillary Clinton va a Libia. Et il dit aux islamistes, ne vous inquiétez pas, on va la voir bientôt. Y dice a los islamistas de no preocuparse porque dentro de poco lo iban a tener. Le lendemain, y al día siguiente, un colonel du Pentagone appelle son homologue français. Un coronel del Pentágono llama a un coronel francés. Et il lui dit, on sait où se trouve Kadhafi. Le dice, sabemos dónde se esconde Kadhafi. Il ne doit pas sortir de là vivant. No se puede salir de ahí vivo. Parce qu'il connaît beaucoup de secrets d'État. Porque sabe mucho de los secretos estados. Et que s'il sort, on l'arrête. Y si sale de ahí, le capturamos. Il va révéler beaucoup de choses. Va a contar muchas cosas. Embarrassant pour l'Occident. Que ofende mucho a los países. Donc il fallait le tuer. Que había que matarlo. Alors qu'est-ce que l'OTAN fait? Entonces, ¿qué hace OTAN? L'OTAN dit à Kadhafi pendant les négociations, on n'est pas à vous laisser partir chez vous, aller en exil en Afrique du Sud. Entonces, durante las negociaciones, OTAN dice a Kadhafi que te vamos a dejar que te vayas en exilio en Sudáfrica. Et ce jour-là, quand Kadhafi sort avec son escorte, entonces ese día cuando Kadhafi sale con su escolta pour aller vers le Niger et du Niger aller en Afrique du Sud, para ir hasta Níger y de ahí ir a Sudáfrica, un avion de chasse français largue une bombe de 250 kg sur sa voiture. Un avión de caza francés tira una bomba sobre el coche de Kadhafi. Et un drone américain largue une autre bombe. Y un dron americano también tira otra bomba. Et vous avez vu l'image de Kadhafi qui est arrêté
par des djihadistes, ça fait le tour du monde. Y todo el mundo ha visto la imagen de Kadhafi capturado por yihadistas que dio la vuelta al mundo. Parmi les barbus qui criaient, Y dentro de esa gente que gritaban, il y avait des agents du service secret français et américains déguisés. había agentes de servicios secretos franceses y americanos disfrazados. Et c'est l'un d'entre eux qui l'a battu. Es uno de estos agentes secretos disfrazados que mató a Kadhafi. Et donc Kadhafi n'est plus. Entonces murió Kadhafi. La Libye est totalement déstabilisée. La Libia totalmente destabilizada. On a des migrants qui traversent. Tenemos a migrantes que cruzan. Les médias nous parlent des migrants, mais ils ne parlent pas de ceux qui ont provoqué en fait ce chaos. Los medios hablan de los migrantes, pero nunca cuentan la historia la causa de este problema de migrantes. Parce qu'il faut rappeler que la Libye était l'un des pays les plus prospères du continent. Porque hay que recordar que Libia era uno de los países más prósperos del continente. La Libye était même beaucoup plus prospère que beaucoup de pays européens. Era mucho más próspero que muchos países europeos. Et ça, on ne dit pas ça en Occident. Y esto nadie lo cuenta en Occidente. Vous savez pourquoi est-ce que les étudiants libyens ont manifesté sous Kadhafi? ¿Sabéis por qué los estudiantes, por ejemplo, manifestaban durante la época de Kadhafi? Parce qu'il n'y avait plus de place de parking. Porque no tenía sitio para parking. Vous vous rendez compte? ¿Os dais cuenta? Et c'est des gens qui vivaient très bien. Son gente que vivían muy bien. La vie en Libye était tellement bonne que les Libyens ne travaillaient pas. La vida en Libia era tan buena que los libios no trabajaban. Alors ce sont les subsahariens qui allaient travailler en Libye. Son los subsaharianos que iban a trabajar en Il y Libia. avait près d'1 million d'Africains de l'Afrique subsaharienne en Libye. Cerca de 1 millón de africanos subsaharianos ahí en Libia. Qui travaillaient là-bas librement. Que trabajaban ahí Et libremente. avec la destruction de la Libye, Y con la destrucción de Libia, l'assassinat de Kadhafi, el asesinato de Kadhafi, l'arrivée au pouvoir des djihadistes et des fous, la llegada al poder de locos yihadistas, c'est le chaos total. es un caos. Et c'est la raison pour laquelle on voit tous ces gens essayer de traverser la Méditerranée. Es la razón por la que vemos todos los días a los migrantes que intentan cruzar el Et Mediterráneo. à la fin de la guerre, Al final de la guerra, l'AFRICOM, c'est l'Afrique, le commandement militaire américain pour l'Afrique, la AFRICOM, que es como un grupo militar de América en África, a reçu une médaille pour son intervention en Libye. recibió una medalla por su intervención en Libia. On ne peut pas être plus cynique. No se puede ser más cínico. Il faut que les gens comprennent ceci. La gente todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. Il faut que vous compreniez en général ceci. Hay que entender eso. C'est que dans toute guerre est précédée de médias mensonges. Todas las guerras siempre vienen precedidos por medios mentiras. Quand vous voyez des médias vous parler de la Syrie, de l'Iran, posez-vous toujours des questions. Est-ce la première fois qu'ils le font? Cuando veis en los medios se hablan de Siria, de Irán, hay que siempre hacerse una pregunta. ¿Es la primera vez de hacer esto? On a détruit l'Irak au nom des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Se destruyen a Irak por culpa de armas de destrucción masiva que nunca ha existido. On a détruit la Libye au nom d'une guerre qui n'avait pas sa raison d'être. Se destruye a Libia por una guerra que nunca existió. On a détruit la Syrie aujourd'hui au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Hoy se ha destruido a Siria en nombre de derechos. Au sommet de leurs États, il y a des voyous. Es que el país está gobernado por delincuentes. Et ces gens-là font des guerres Y esa gente organiza guerras en mentant d'abord à la population européenne, qui ne sait rien de tout ça. mintiendo primero a la población aquí en Europa que no sabe nada de esto. On pouvait prendre l'argent des guerres, investir dans le social. Se podía utilizar ese dinero que se organiza en guerra para invertirlo en lo social, Mais on préfère payer des marchands d'armes pero se prefiere pagar a los vendedores de armas qui financent les partis politiques. que financian a los partidos políticos. On l'a vu dans le cas de la France. Lo vimos en el caso de Francia. Au moment où la France intervient en Libye, Mientras que la Francia se va en Libia dépensant 321 millions d'euros, gastando 321 millones de euros, sur le plan social, c'était la catastrophe. en lo social era un catástrofe.
quelques mois auparavant, les dirigeants français disaient qu'il n'y avait pas d'argent. Unos meses antes los gobernantes ahí en Francia decían que no había dinero, Ils ont trouvé l'argent pour faire la guerre. pero luego encontraron dinero para organizar la guerra. Donc c'est aux populations de comprendre ces réalités Es que es la población que tiene que darse cuenta de eso pour ne pas se faire manipuler gratuitement. para que no se dejen manipular gratuitamente. Et en fonction de l'information qu'on a, on peut mener des actions contre nos gouvernements et leur demander de nous rendre des comptes. Y en función de la información que tenemos podemos pedir cuenta a los gobernantes. Encore une fois, je vous remercie d'être venu. Y una vez más voy a agradecer a todo el mundo aquí. Et là, je suis ouvert à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas. Y ahora estoy abierto a todas las preguntas. Merci. Gracias.